Mon frère a mis ma fiancée enceinte, alors j'ai disparu pendant 5 ans. Aujourd'hui, il est dans le coma et mes parents veulent que je prenne sa place. Il y a 5 ans, j'ai appris que certaines trahisons n'arrivent avec aucun signe avant-coureur. Je m'appelle Hugo Laurent. À l'époque, j'avais 28 ans, je travaillais comme ingénieur textile pour une entreprise de taille moyenne dans la région lilloise, je gagnais très bien ma vie et je construisais ce que je croyais être un avenir solide. J'étais avec Chloé depuis 3 ans. Elle était organisatrice de mariage, ce qui semblait presque ironique avec le recul. Elle gagnait sa vie en planifiant les mariages de rêve des autres, et le nôtre devait avoir lieu dans un mois exactement. Tout semblait parfait. C'est la partie qui me perturbe encore parfois. Il n'y a eu aucun signal d'alarme que j'aurais manqué, aucune intuition que j'aurais ignorée, ou peut-être étais-je simplement aveugle. Ma situation familiale était compliquée. Mon frère aîné, Maxime, avait toujours été l'enfant roi. Il avait 31 ans à l'époque, travaillait dans l'entreprise familiale de matériaux de construction et ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. Charismatique, confiant, le genre de mec qui monopolisait l'attention dès qu'il entrait dans une pièce. Moi, j'étais le fils de remplacement, le responsable, celui qui n'avait pas besoin d'attention parce que j'avais ma vie bien en main. J'avais fait la paix avec cette dynamique depuis des années, du moins je le croyais. C'était un mardi quand ma mère a appelé. « Hugo, tu peux passer au pavillon ce soir ? Nous devons discuter de quelques derniers détails pour le mariage. » J'étais en plein examen des plannings de production, mais je lui ai dit, bien sûr, pas de problème. Elle voulait probablement parler du plan de table ou savoir s'il fallait rajouter des chaises pour un cousin éloigné que je n'avais jamais rencontré. Chloé et moi avions déjà géré la majeure partie de l'organisation, mais ma mère aimait se sentir impliquée. J'ai terminé mon travail, j'ai pris un plat à emporter chez le traiteur et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents vers 19 h. C'était la maison où j'avais grandi, un pavillon traditionnel à un étage dans un quartier résidentiel tranquille, le genre d'endroit qui aurait dû me sembler sûr et familier. Quand j'ai passé la porte, mon père était dans la cuisine. Il m'a regardé avec une expression étrange que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer, puis il a simplement hoché la tête et a repris ce qu'il faisait. Il n'a pas dit un mot. « Hugo, nous sommes dans le salon », a appelé ma mère. J'ai marché dans le couloir, pensant encore aux détails du mariage, me préparant mentalement à défendre notre choix de centre de table ou quelque chose d'aussi trivial. Puis je suis entré dans le salon et mon monde entier a basculé. Chloé était assise sur le canapé. Ce n'était pas ça le plus étrange. Elle était venue de nombreuses fois chez mes parents. Ce qui m'a glacé le sang, c'est que Maxime était assis juste à côté d'elle, proche, bien plus proche que ne devraient l'être des beaux-frères et belles-sœurs. Ma mère était dans le fauteuil en face d'eux, les mains croisées sur les genoux. Mon père m'avait suivi et s'était positionné près de l'encadrement de la porte, comme s'il bloquait la sortie. « Hugo, assieds-toi » a dit ma mère. Sa voix était trop calme, trop contrôlée. « Qu'est-ce ce qui se passe ?» J'ai regardé Chloé, puis Maxime. Aucun d'eux ne voulait croiser mon regard. « Nous devons te parler de quelque chose » a continué ma mère à propos du mariage. C'est là que je l'ai remarqué. La main de Chloé reposait sur son ventre, pas de manière détendue, mais de façon protectrice, comme si elle berçait quelque chose, et le visage de ma mère affichait une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était ni de la colère, ni de la déception, ni aucune des émotions que j'avais appris à lire en grandissant. C'était de la pitié. Je ne me suis pas assis. « Hugo, s'il te plaît » a répété ma mère en désignant la chaise vide. « Dites-moi juste ce qui se passe. » Ma voix est sortie plus assurée que je ne l'étais. Chloé a fini par lever les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. Mais il y avait autre chose aussi. De la culpabilité, peut-être, ou de la résignation. Maxime cesse de racler la gorge. « Écoute, mec, il n'y a pas de façon facile de le dire. Alors dis-le simplement. » Le silence qui a suivi a semblé durer une éternité. Puis Chloé a parlé, sa voix dépassant à peine le murmure. « Je suis enceinte. » Pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti un stupide élan de confusion. Nous avions parlé d'avoir des enfants, bien sûr, mais pas avant le mariage. Pas avant d'être mieux installés. Puis j'ai vu la façon dont elle était assise à côté de Maxime, la façon dont la main de celui-ci reposait sur le coussin du canapé entre eux, frôlant presque sa jambe. Et j'ai compris. « C'est de Maxime » a-t-elle dit. Et j'ai regardé tout mon avenir s'effondrer en temps réel. Je n'ai pas bougé,
Je n'ai pas parlé. Mon cerveau essayait de traiter les mots, mais ils n'avaient aucun sens. Ils ne pouvaient pas avoir de sens. Nous avons... Chloé a laissé sa phrase en suspens, puis a réessayé. Nous ne voulions pas que ça arrive. Nous avons essayé d'arrêter. Depuis combien de temps? Ma voix ne ressemblait plus à la mienne. Maxime a bougé inconfortablement. Environ 6 mois. 6 mois, une demi-année. J'ai fait le calcul automatiquement. Elle était enceinte de 3 mois, ce qui signifiait qu'ils couchaient ensemble depuis 3 mois avant ça. Avant que nous n'envoyions les faire-part de mariage. Avant que nous ne réservions le domaine. Où? Ai-je demandé, bien qu'une partie de moi connaisse déjà la réponse. Le silence de Chloé l'a confirmé. Dans mon appartement, ai-je dit d'un ton plat. Vous faisiez ça dans mon appartement. Hugo, a-t-elle commencé. Pendant mes déplacements professionnels, me suis-je rappelé toutes ces fois où j'avais voyagé pour l'entreprise, parfois parti une semaine entière. Je rentrais à la maison et elle était là, à m'attendre, souriante, me posant des questions sur mon voyage. Et pendant tout ce temps. Nous ne pouvons pas nier ce que nous ressentons, a dit Chloé. Et l'audace pure de cette déclaration m'a presque fait rire. Je sais que le timing est terrible, mais nous ne pouvons pas lutter contre quelque chose d'aussi fort. D'aussi fort, ai-je répété. Tu portes son enfant. L'enfant de mon frère, sous mon toit. Tout en préparant notre mariage. Maxime a finalement pris la parole et son ton était presque détendu, comme si nous discutions des résultats d'un match de foot. Allez, mec. Tu dois comprendre que quand quelque chose est aussi intense, tu ne peux pas l'ignorer. Nous avons essayé de lutter contre ça, mais... Ne le fais pas. Je l'ai coupé, mes yeux se tournant vers ma mère. Elle était restée assise là tout ce temps à les écouter expliquer comment il me trahissait depuis 6 mois, et son visage montrait quoi? De la compassion? De la compréhension? Mais pas pour moi. Hugo, a-t-elle dit prudemment. Je sais que c'est difficile à entendre. Le mariage est annulé. Maxime et Chloé vont être ensemble maintenant. Ils vont avoir un bébé et nous devons accepter la situation parce qu'ils sont amoureux. Je l'ai dévisagé. Accepter la situation? Tu es jeune. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Mais eux ont un enfant en route. Elle a jeté un coup d'œil à mon père, qui se tenait toujours près de la porte, regardant partout sauf dans ma direction. La famille passe avant tout, Hugo. Nous devons les soutenir. Et voilà. Le moment où j'ai réalisé que ce n'était ni une intervention ni une confession. C'était eux en train de m'annoncer que la décision avait déjà été prise. Ils ne me demandaient pas pardon. Ils me demandaient de disparaître. Mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo et qui m'avait aidé à emménager dans mon premier appartement d'étudiant, restait là, silencieux, inutile. Quelque chose en moi est devenu très froid et très calme. Tu as raison, ai-je dit doucement. La famille passe vraiment avant tout. J'ai vu le visage de ma mère se détendre légèrement, comme si elle pensait que j'allais me montrer raisonnable à ce sujet. C'est pourquoi j'en ai terminé avec vous tous. Je me suis tourné vers la porte. Mon père s'est carrément écarté pour me laisser passer. Hugo, ne sois pas dramatique, a crié ma mère. Nous pouvons régler ça comme des adultes. Je me suis arrêté sur le pas de la porte et je l'ai regardé, je les ai tous regardés. Il n'y a rien à régler. Vous avez fait votre choix. Maintenant, assumez-le. Je suis sorti de cette maison et j'ai entendu la porte se refermer derrière moi avec un caractère définitif qui a résonné dans la rue tranquille du quartier pavillonnaire. Je n'y remettrai plus jamais les pieds. Ce soir-là, je suis retourné dans mon appartement, ce même appartement où il baisait dans mon dos, et j'ai commencé à effacer mon ancienne vie. J'ai bloqué tous les numéros, Chloé, Maxime, ma mère, mon père, tous les amis communs qui pourraient essayer de jouer les médiateurs, j'ai changé de numéro de téléphone le lendemain, j'ai verrouillé tous mes comptes sur les réseaux sociaux, j'ai tout mis en privé, j'ai supprimé toute personne liée à ce monde-là. 2 semaines plus tard, j'ai posé ma démission. 1 mois après cela, j'ai déménagé à plus de 800 km de là, dans le sud de la France, dans une région où personne ne connaissait ni mon nom ni mon histoire. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, je suis assis dans mon bureau d'angle au sein d'une grande entreprise de fabrication textile à Toulouse où je suis directeur de production. Je gagne le double de ce que je gagnais à l'époque. J'ai une équipe de 15 personnes sous mes ordres et au dernier trimestre,
nous avons dépassé nos objectifs de 18%. J'ai suivi une thérapie, une vraie thérapie, je ne me suis pas contenté de me vider le cœur auprès d'amis autour d'une bière. J'ai passé 2 ans à surmonter la trahison, le dysfonctionnement familial, à réapprendre à faire confiance, à comprendre que ce qui s'était passé ne reflétait pas ma valeur. Cela reflétait la leur. Depuis 8 mois, je fréquente quelqu'un. Elle s'appelle Camille. Elle travaille comme graphiste et nous nous sommes rencontrés dans un petit café de quartier lorsqu'elle a pris ma commande par erreur. Nous prenons notre temps. Elle sait que je sors d'une situation compliquée, mais je ne lui ai pas encore raconté les détails. Peut-être que je le ferai un jour, ou peut-être que le passé peut simplement rester enterré. Je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille depuis 5 ans. Pas un seul appel, SMS, email ou message via des amis communs. Le silence radio absolu. Parfois, je me demande s'ils pensent à moi, mais la plupart du temps, je m'en fiche. Je me suis construit une belle vie sans eux, et ça me suffit. Puis, un jeudi soir banal, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli le renvoyer vers la messagerie. Je reçois assez d'appels de démarchage, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Hugo. C'est maman. S'il te plaît, ne raccroche pas. Il s'est passé quelque chose. J'aurais dû raccrocher immédiatement. J'aurais dû bloquer le numéro et reprendre le cours de ma vie. Mais je ne l'ai pas fait. C'était peut-être de la curiosité. Peut-être la mémoire musculaire d'avoir été le bon fils pendant des années. Je t'écoute, ai-je dit, gardant une voix neutre. Sa voix paraissait plus vieille. Tendue. C'est Maxime. Il a eu un accident. Un grave accident. Il y a 3 semaines. 3 semaines, et elle ne m'appelait que maintenant. Ça en disait long sur ma place dans la hiérarchie familiale. Toujours le dernier de la liste. Conduite en état d'ivresse, a-t-elle continué. Il a percuté un arbre à plus de 110 km/h. Il est dans le coma, Hugo. Les médecins ne savent pas s'il se réveillera. Et même s'il le fait, il y a de graves lésions cérébrales. Il ne sera plus jamais le même. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni compassion, juste une sorte de constat lointain que les actes ont des conséquences. Pourquoi m'appelles-tu? Ai-je demandé. Chloé a du mal à s'en sortir. Le petit, il a 4 ans maintenant. Il n'arrête pas de demander où est son papa. Les frais médicaux s'accumulent. L'entreprise est en train de couler sans Maxime pour la diriger. La santé de ton père n'est pas bonne. Et tout ce stress. Maman, je l'ai coupé. Pourquoi m'appelles-tu? Il y a eu une pause, une longue pause. Quand elle a repris la parole, sa voix avait changé. Elle avait ce ton particulier dont je me souvenais depuis mon enfance. Celui qu'elle utilisait quand elle avait besoin de quelque chose. Hugo, nous avons besoin que tu rentres à la maison. Nous avons besoin que tu aides Chloé et le petit. Pas seulement financièrement. Nous avons besoin que tu prennes la place de Maxime. Les mots ont flotté dans l'air comme du poison. Pendant un instant, j'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Répète un peu, ai-je dit doucement. Chloé a besoin d'un vrai soutien, Hugo, pas seulement d'argent. Elle ne peut pas faire ça toute seule. L'enfant a besoin d'une figure paternelle à la maison, de quelqu'un de stable et de présent. Nous avons besoin que tu emménages avec elle. Que tu aides à élever le garçon. Je me suis assis, pas parce que j'obéissais, mais parce que mes jambes m'ont soudainement semblé fragiles. Laisse-moi m'assurer que je comprends bien ce que tu me demandes, ai-je dit, d'une voix dangereusement calme. Tu veux que j'emménage avec la femme qui couchait avec le frère de ce Maxime dans mon propre appartement tout en préparant un mariage avec moi? Tu veux que j'élève l'enfant qu'ils l'ont fait ensemble? Tu veux que je me glisse simplement dans la vie de Maxime et que je joue au papa avec sa famille? Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Maman, explique-moi. Elle a pris une inspiration et je pouvais l'entendre rassembler ses pensées, préparer son argumentaire. Le garçon s'appelle Léo. Il a 4 ans et il demande pourquoi son papa ne veut pas se réveiller. Chloé est en train de se noyer. Les factures médicales, le prêt immobilier, essayer de travailler tout en gérant un enfant seul. Elle a besoin d'aide, d'une vraie aide, de quelqu'un qui vive là, qui soit présent. Elle t'a, toi. Elle a papa. Elle a la famille qu'il a choisie plutôt que moi. Ton père ne va pas bien, Hugo. Son cœur.
Ce stress est en train de le détruire. J'essaie de tout maintenir à flot, mais je ne peux pas être là tous les jours. Je ne peux pas être ce dont Léo a besoin. Donc, tu as besoin d'un remplaçant pour Maxime, et tu as pensé à ton fils de secours. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? J'étais debout maintenant, faisant les 100 pas dans mon appartement. Il y a 5 ans, tu m'as dit d'accepter la situation. Tu m'as dit qu'il était amoureux et que je devais passer à autre chose. Tu n'as pas appelé pour prendre de mes nouvelles une seule fois. Pas le jour de ce qui aurait dû être mon mariage. Pas pour mon anniversaire. Pas une seule fois en 5 ans. Mais maintenant Maxime est cassé et soudainement tu te souviens que j'existe. Nous avons fait des erreurs, a-t-elle dit, et j'ai failli rire face à cet euphémisme. Je sais que nous n'avons pas bien géré les choses à l'époque. Mais tu vaux mieux que ça, Hugo. Tu l'as toujours été. Tu es le responsable. Celui qui réfléchit avant d'agir. Cet enfant est innocent dans tout ça. Il a besoin de stabilité. Elle était là, la manipulation avec laquelle j'avais grandi. Maxime pouvait être imprudent, égoïste, destructeur, mais Hugo était censé être responsable. Hugo était censé nettoyer les dégâts. Je ne te demande pas de nous pardonner, a-t-elle continué. Je te demande de penser à Léo, de penser à la famille. La famille, ai-je répété. Cette même famille qui m'a fait t'asseoir pour me dire d'accepter d'être remplacé. Maxime a fait des erreurs. Maxime a fait des choix. Vous avez tous fait des choix, et moi je fais le mien. Hugo, je t'en prie. Le testament de ton père t'inclut toujours. L'entreprise, la maison. Le moment venu, tu seras à l'abri du besoin. Mais en ce moment, nous avons besoin que notre famille soit réunie. Nous avons besoin que tu prennes tes responsabilités. Et voilà la carotte après le bâton, l'héritage que je n'avais jamais demandé, dont je n'avais jamais voulu, brandi sous mon nez comme si je devais m'en montrer reconnaissant. Tu n'arrêtes pas de dire la famille, ai-je dit. Mais tu sais ce que fait une vraie famille? Elle ne te demande pas de te sacrifier pour réparer ses erreurs. Elle n'attend pas de toi que tu emménages avec la femme qui t'a détruit pour élever son enfant avec ton frère. Si les rôles étaient inversés, a dit ma mère, la voix se durcissant, Maxime le ferait pour toi. Cela a brisé quelque chose en moi, pas ma détermination, celle-ci était solide, mais quelle que soit la petite partie de moi qui se demandait encore si j'étais peut-être trop dur, trop rancunier, cette petite voix qui se demandait si je devais essayer de sauver quelque chose, elle est morte à cet instant. Parce que le délire absolu de cette déclaration, la fantaisie totale requise pour croire que Maxime, l'homme qui avait couché avec ma fiancée pendant 6 mois, aurait levé le petit doigt pour m'aider était si stupéfiant que cela a tout clarifié. Ils n'avaient rien appris. Ils n'avaient pas évolué. Ils étaient toujours les mêmes personnes qu'il avait choisies à ma place 5 ans plus tôt. La seule différence, c'est que maintenant ils avaient besoin de quelque chose de moi. J'ai senti quelque chose changer en moi. Plus de la colère, quelque chose de plus froid, de plus clair. Tu as tout à fait raison sur un point, maman, ai-je dit. J'ai pu entendre l'espoir s'insinuer dans sa voix. Lequel? Il y a 5 ans, tu m'as dit que la famille passait avant tout. Alors, laisse-moi être très clair, vous n'êtes plus ma famille. Vous ne l'êtes plus depuis 5 ans. Et quoi qu'il arrive à Maxime, Chloé ou cet enfant, cela n'a rien à voir avec moi. Hugo, tu ne le penses pas. Nous sommes ta famille. Je l'ai coupé. Non, vous avez fait ce choix il y a 5 ans. Quand vous m'avez fait asseoir dans ce salon et que vous m'avez dit d'accepter d'être remplacé, vous avez mis fin à cette famille. Pas moi. J'ai juste accepté ce que vous aviez déjà décidé. Ce n'est pas. Nous essayons de faire ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde? J'ai ri et le son était dur. Tu veux dire ce qu'il y avait de mieux pour Maxime? Comme toujours. J'ai passé toute mon enfance à vous regarder excuser son comportement, couvrir ses erreurs, tout lui donner sur un plateau d'argent pendant que je travaillais dur pour obtenir des miettes d'approbation. Et quand il a pris la seule chose qui m'appartenait, vous m'avez demandé de sourire et de l'accepter. Nous pensions que tu comprendrais avec le temps. Je comprends parfaitement. J'ai construit une nouvelle vie. Je réussis professionnellement. Je gagne plus d'argent que Maxime n'a jamais gagné. J'ai des gens qui m'estiment vraiment, qui ne me voient pas comme une option de secours ou un filet de sécurité. Et j'ai fait tout ça sans vous. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil.
Puis sa voix est revenue, plus petite. Alors, tu vas simplement abandonner un enfant? Ton propre neveu? Tu vas laisser Chloé galérer toute seule avec un petit de 4 ans pendant que son père est allongé sur un lit d'hôpital? Cet enfant a une mère, ai-je dit d'un ton plat. Il a des grands-parents. 3 personnes qui ont choisi de créer cette situation. 3 personnes qui se sont choisies mutuellement plutôt que moi. Ce garçon n'est pas ma responsabilité. Il est la conséquence de vos choix. Il est innocent dans tout ça. Moi aussi je l'étais. Mais ça n'a empêché aucun d'entre vous de choisir Maxime plutôt que moi. Tu veux parler d'innocence? J'étais en train de préparer mon mariage. J'étais enthousiaste pour mon avenir. Et vous êtes tous assis là et m'avez dit d'accepter d'être jeté aux ordures comme si je n'avais aucune importance. Le testament de ton père t'inclut toujours, a-t-elle dit, changeant de tactique. La moitié de l'entreprise, la moitié de la maison, les placements. Garde-les. Les mots sont sortis froids comme la glace. Garde chaque centime. Je ne veux absolument rien de vous. Ni votre argent, ni votre culpabilité, ni votre soudain besoin intéressé de moi. J'ai fait mon propre chemin, et je l'ai fait sans avoir besoin de quoi que ce soit que vous puissiez m'offrir. Hugo, je t'en prie. Sa voix s'est brisée. Qu'est-ce ce qu'on est censé faire? Et c'était ça. Après tout ça, après 5 ans de silence, après m'avoir demandé déménager avec la mère de l'enfant de mon frère, après avoir fait miroiter un héritage comme une carotte, elle me demandait ce qu'il devait faire. Exactement ce que tu m'as dit de faire il y a 5 ans, ai-je dit. Accepter la situation et passer à autre chose. Vous avez fait votre lit avec Maxime. Vous l'avez choisi. Vous l'avez encouragé. Vous lui avez laissé croire qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait sans en subir les conséquences. Maintenant, couchez-y. Mais c'est ton frère. Je n'ai pas de frère. Les mots sont sortis définitifs, absolus. Jen a eu un autre fois, mais il est mort le jour où il a décidé que ma fiancée valait plus que notre relation. L'homme dans ce lit d'hôpital est un étranger. Un étranger qui a fait des choix qui l'ont mené exactement là où il est aujourd'hui. Hugo, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Maxime a passé toute sa vie à faire ce qu'il voulait parce que vous ne l'avez jamais tenu pour responsable. Il a bu et pris le volant parce qu'il n'a jamais appris que les actes avaient des conséquences. Et maintenant, tu veux que je répare le gâchis que vous avez créé en ne lui disant jamais non. Je l'ai entendu prendre une inspiration tremblante. Quand elle a repris la parole, sa voix était différente. Désespérée. Nous perdons tout, Hugo. L'entreprise est en faillite sans Maxime pour la diriger. Nous avons contracté des emprunts pour ses soins médicaux. La maison, nous pourrions être obligés de la vendre. La santé de ton père se détériore et nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons plus rien, s'il te plaît. Nous avions besoin de Maxime pour que les choses continuent de tourner. Et maintenant? Et voilà. La vérité derrière toute cette manipulation. Il n'a jamais été question d'amour familial ou de réconciliation. Il n'était pas question du fait que Léo avait besoin d'une figure paternelle ou que Chloé avait besoin de soutien. Il n'était même pas question de mon sens des responsabilités. Ils étaient fauchés, désespérés, et j'étais leur dernier recours à exploiter. Alors vous avez exactement ce que vous m'avez donné il y a 5 ans, ai-je dit, d'une voix plus glaciale que je ne m'en croyais capable. Rien. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué le numéro. Pour la première fois depuis 5 ans, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Quelque chose que je n'avais même pas réalisé que je portais encore. Je suis resté assis là, dans mon appartement, le téléphone à la main, et j'ai attendu que la culpabilité m'envahisse. Le doute, la voix qui me dirait que j'avais été trop dur, trop froid, que j'aurais peut-être dû au moins les aider financièrement ou leur offrir une forme de soutien. Ce n'est jamais venu. À la place, j'ai ressenti de la clarté. Une clarté pure et cristalline. Ils m'avaient montré exactement qui ils étaient il y a 5 ans. J'avais juste besoin de cet appel téléphonique pour me rappeler pourquoi j'étais parti en premier lieu, pourquoi j'avais construit une nouvelle vie à 800 km de là, pourquoi j'avais bloqué tous les numéros et n'avais jamais regardé en arrière. L'ironie ne m'échappait pas. Ils avaient eux-mêmes provoqué la chute de Maxime. Chaque fois qu'ils l'avaient couvert, avaient excusé son comportement, avaient encouragé ses pires pulsions, ils avaient préparé ce moment. L'accident en état d'ivresse n'était pas un coup de malchance aléatoire.
C'était le résultat inévitable de toute une vie sans aucune conséquence. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Camille. On maintient le dîner de demain? J'ai souri et j'ai répondu, absolument. Le lendemain soir, nous étions chez elle. Elle avait préparé des pâtes à la carbonara. Rien de très élaboré. Juste le genre de repas réconfortant que l'on prépare quand on a dépassé le stade où l'on essaie d'impressionner l'autre, mais qu'on n'est pas encore au stade d'habiter ensemble. Tu as l'air différent, a-t-elle dit en enroulant des spaghettis sur sa fourchette. Plus léger, d'une certaine manière. J'avais hésité à lui en parler. Nous étions restés en surface concernant notre passé. Nous portions tous les deux un bagage que nous n'étions pas tout à fait prêts à déballer, mais elle avait été honnête avec moi au sujet de son divorce chaotique, et je lui devais la même chose. J'ai reçu un appel hier, ai-je dit. De ma mère. Ses sourcils se sont levés. La famille à qui tu ne parles pas, ouais. Je lui ai tout raconté. Pas seulement l'appel téléphonique, mais ce qui s'était passé il y a 5 ans, Chloé, Maxime, la conversation dans le salon, le mariage qui n'a jamais eu lieu, la demande d'éménager avec Chloé et d'élever l'enfant de mon frère. Elle a écouté sans m'interrompre, son expression passant du choc à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait à du respect. Qu'est-ce ce que tu as répondu? A-t-elle demandé. Je lui ai dit non. Je lui ai dit qu'il avait fait leur choix il y a 5 ans, et que j'avais fait le mien. Ensuite, j'ai raccroché et bloqué le numéro. Camille est restée silencieuse un moment, étudiant mon visage. Tu penses que tu le regretteras un jour? De ne pas les aider? C'était une question légitime. Le genre de question que je m'étais posée en thérapie, dans les moments de silence où je me demandais si le fait de couper les ponts complètement faisait de moi quelqu'un d'aussi mauvais qu'eux. Il y a 5 ans, oui, ai-je répondu honnêtement. Je me serais senti coupable, obligé, responsable, mais ils ont passé 5 ans sans penser à moi une seule fois. Pas un seul appel pour s'excuser, pour prendre des nouvelles, pour reconnaître que ce qu'il avait fait était mal. Ils n'ont appelé que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Ce n'est pas ça, une famille. Ça, c'est utiliser les gens. Et tu ne te sens pas mal d'avoir dit non? Je me sens libre. Le mot est sorti avec une certitude qui m'a surpris moi-même. Ils ne peuvent plus me faire de mal parce qu'ils n'ont rien que je désire. Aucune approbation après laquelle je cours. Aucune relation que j'essaie de sauver. Ce sont juste des gens que j'ai connus. Elle a tendu le bras par-dessus la table et m'a serré la main. Tant mieux. Tu mérites mieux que des gens qui ne t'accordent de la valeur que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Elle est passée par mon ancien employeur, qui l'a fait suivre à mon adresse actuelle. L'adresse de l'expéditeur était celle d'un cabinet de notaire que je ne connaissais pas. Je savais ce que c'était avant même d'ouvrir l'enveloppe. Mon père était mort. La lettre concernait sa succession. Je me suis tenu dans ma cuisine en tenant l'enveloppe fermée et je n'ai rien ressenti. Ni chagrin, ni colère, ni curiosité quant à ce qui pouvait se trouver dans son testament ou quelles conditions pouvaient y être rattachées. J'ai marché jusqu'à la poubelle et je l'ai jeté dedans. Ce soir-là, j'ai emmené Camille dans son restaurant préféré. Nous avons parlé de son prochain projet au travail, des vacances que nous prévoyions pour le mois suivant, de si nous voulions adopter un chien ou un chat lorsque nous emménagerions finalement ensemble. Le passé est resté là où il devait être, dans le passé. Parce que voici ce que j'ai appris, certaines personnes ne comprendront jamais pourquoi vous vous êtes choisi vous-même plutôt que votre famille. Ces personnes sont généralement celles qui vous ont appris que vous deviez faire ce choix en premier lieu. Je ne déteste plus ma famille. Je ne pense presque plus jamais à eux. Et c'est la position la plus puissante dans laquelle je pourrais me trouver. Ils m'ont tout pris un jour, mais ce faisant, ils m'ont libéré pour que je puisse construire quelque chose de meilleur, quelque chose de vrai, quelque chose qui m'appartenait vraiment. Certaines portes, une fois fermées, le reste pour toujours. Et je n'ai jamais été aussi heureux.